qu'on démarre, hein, comme ça on ne prend pas de retard sur notre timing. Donc, hop, je vous propose, alors déjà, écoutez, bienvenue pour cette première édition c'est pas la première, toute première, première avec le logo Connaissance du territoire des mercredis de l'imagerie. Donc, on vous remercie pour votre présence. Donc, écoutez, je vais faire vraiment quelques petits mots très rapides en fait d'introduction, puis je vais passer la main côté hygiène. Alors, format des mercredis de l'imagerie, alors qui est un format porté directement par l'hygiène, hein, je dirais historiquement, mais qui, au vu des enjeux croisés que nous avions en région, voilà, nous avons souhaité aussi collaborer sur l'organisation de ce type de format dans le cadre des travaux de la plateforme Connaissance du territoire, qui nous lie aussi, hein, d'ailleurs, d'un point de vue partenarial avec l'hygiène. Et quand je dis nous, c'est côté région Provence-Alpes-Côte d'Azur, puisque nous présenterons aussi au cours de ce webinaire, mais également au cours du prochain, parce c'est une série de 2 webinaires hein, sur l'imagerie. Nous partageons, alors je vous invite peut-être à couper vos micros, les personnes qui ne prennent pas leur parole. Puisque, bon, comme je vous disais, on a des enjeux croisés hein, sur ces questions d'imagerie, de socle de référence d'image pour décrire le territoire, puisque quoi de plus essentiel qu'une image pour décrire le territoire et offrir des outils. Donc, enjeux finalement qui sont quand même assez croisés. Ça recroise également avec, voilà, c'est des préoccupations communes hein, qu'on a côté région, hygiène et aussi dans le cadre du coup de la plateforme, de démocratiser les usages autour du spatial, ce qui est quand même un point essentiel. Qui est d'ailleurs au cœur hein, de ce webinaire, mais que nous plaçons dans un cadre un peu plus large, hein, qui est la coordination aussi des politiques d'imagerie, qui englobe le spatial, mais également d'autres types de produits, comme par exemple les images de très haute résolution PCRS, 5 cm, le mix ortho-spatial. Alors, Anna Christoffel reviendra probablement dessus, qui vise à doter aussi les territoires, en fait, en tout cas c'est un projet, c'est une idée, d'un référentiel image uni à une résolution autour de 20-30 cm. Donc voilà, on a différents produits, différentes démarches qui se croisent, qui se répondent les unes les autres et qui sont censés quand même interagir et à la fin fournir à l'ensemble des acteurs du territoire des outils pérennes et stables de description de leur territoire. Mais sans plus attendre, je passe la main côté IGN. Bonjour à tous, merci beaucoup d'être présents aujourd'hui. Donc, en termes de programme, on va faire 2 présentations. De mon côté, je vais essayer de reprendre des éléments vraiment de base hein, sur l'observation satellitaire, puis des applications et sources de données disponibles, avant de donner la parole à François Jocteur-Monrosier, qui va vous parler de l'accès à la donnée satellitaire via Géode, donc la nouvelle plateforme du CNES, et aussi les dispositifs d'accompagnement disponibles. Et donc peut-être juste pour terminer, ce webinaire fait partie d'une série de 2, le suivant étant fin février. Donc la partie un peu mixte aérien-spatial, on en parlera plutôt en février. Voilà, si se garder du temps de cette heure-là spécifiquement pour le satellitaire. Alors, donc l'imagerie satellitaire, qu'est-ce qu'il faut savoir? Qu'est-ce qu'il faut avoir en tête techniquement si on n'y connaît rien? Quels sont les usages et comment accéder à la donnée? C'était un peu la commande qui m'était passée aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir si on ne connaît rien en satellitaire? Ben, la première chose, c'est que déjà, dans cette présentation, on va se concentrer sur une partie du satellitaire, c'est-à-dire l'observation du territoire. Peut-être juste en aparté, il y a aussi tout ce qui est positionnement, tout ce qui est télécommunication, et bien sûr, je ne vais pas vous en parler parce que dans 1 heure, ce serait beaucoup trop court. Alors, en termes d'observation, là aussi, il y a beaucoup de choses disponibles. Et comme dans l'imagerie aérienne, ben, en satellitaire, on va pouvoir retrouver plusieurs types d'images ou plusieurs types de données. Et notamment des images optiques, des images radar et aussi du lidar, même si le nombre de constellations est aujourd'hui encore assez restreint. Il y a beaucoup de projets qui sont en cours du côté du privé. Donc, image optique, je pense que
tous les participants ici sont assez familiers avec ce que c'est. Donc une observation de la Terre comme ce que vous voyez en haut, qui est assez intuitive, avec un nombre de bandes spectrales très variées dans le satellitaire. On y reviendra quand on verra les différentes constellations, et de très très nombreuses constellations. Mais aussi de l'imagerie radar, avec là une démarche qui est plutôt d'avoir un émetteur qui va être placé sur le satellite, qui va émettre des ondes, qui vont être renvoyées par la surface de la Terre et récupérées par ce même capteur. Et donc là, des images peut-être moins intuitives à utiliser, mais beaucoup d'opportunités parce que ce sont des images qui ne sont pas sensibles à la couverture nuageuse et qui peuvent être acquises de jour comme de nuit. Alors, grande variété de capteurs. Et par contre, une caractéristique très importante, c'est qu'un satellite, c'est en orbite. Et ça peut paraître évident, et toutes les personnes qui sont satellitaires ont acquis ça de façon complètement évidente, mais les interlocuteurs avec qui je parle et qui ont l'habitude de l'aérien, eh ben, parfois se rendent un peu moins compte que ça a des contraintes en termes d'acquisition et des opportunités aussi en termes d'acquisition. Alors, qu'est-ce que ça signifie un satellite en optique? En orbite, ça veut dire qu'il va tourner autour de la Terre, hein, de façon régulière et repasser de façon régulière sur une même zone. Et généralement, les satellites d'observation que vous allez manipuler ou issus dans les données que vous allez manipuler sont issus, ce sont des satellites en orbite héliosynchrone, c'est-à-dire qu'elles tournent à la même vitesse autour de la Terre que le Soleil, et elles repassent à peu près tout le temps à la même heure locale sur un même endroit. Ça permet quoi? Ça permet une certaine répétitivité, une observation très répétitive et régulière des zones. Par contre, c'est des observations qui sont aussi contraintes. Le satellite, il ne va pas avoir la mobilité, l'agilité d'un avion, et il faudra que vous preniez en compte le fait qu'il va passer à des jours et à des heures de passage précis. Typiquement, certaines constellations ne vont passer qu'en fin de matinée et vous ne pourront pas avoir des images de fin de journée ou de début de nuit ou de fin de nuit. Il faudra utiliser d'autres constellations. Une fois que le satellite arrive à un endroit, il va prendre des images sur sa ligne, son angle de visée, sur son passage, et il pourra aussi faire un peu varier sa prise d'image avec des angles de visée différentes. Donc c'est ce que vous voyez sur le schéma ici. Le satellite, il a une trajectoire, mais il n'est pas restreint à cette trajectoire. Il peut aller prendre des cibles à certains endroits en fonction d'un certain angle autour de sa trajectoire, faire de petites couvertures, toutes de la même manière, en jouant sur cet angle, et réaliser ce qu'on appelle de la stéréo ou de la tristéréo pour pouvoir faire de la 3D, pareil, en jouant sur cet angle et non pas en jouant sur le recouvrement comme pourrait le faire un avion. Ou faire des corridors, pareil. Donc, Ah, un c'est satellite, il est plus ou moins agile, avec un angle de visée plus ou moins élevé selon les constellations. Mais il est contraint en termes de jours et d'heures de passage. Attention à une chose, on peut jouer sur cette agilité de façon assez souple, mais par contre, plus vous allez augmenter l'angle de visée pour pouvoir gagner cette souplesse, plus vous allez avoir des déformations et des zones qui seront cachées, notamment là où il y a du relief ou des bâtiments. Du coup, on a des types d'images. Dans l'exemple que je vous ai pris ici, plutôt de l'image optique, on a des satellites en orbite avec tous les avantages et tous les inconvénients et les contraintes que ça représente. Et à partir de ces deux éléments-là, vous avez un ensemble de facteurs que vous allez prendre en compte pour vos projets en imagerie spatiale. La première chose, c'est la résolution spatiale de l'image, c'est-à-dire la surface au sol à laquelle correspond chacun des pixels. Ça, je pense que vous êtes tous assez familiers avec cette notion-là. Vous avez des constellations avec des pixels avec une résolution assez peu élevée, donc, ou plutôt très élevée, donc à plutôt moyenne échelle, comme du 10 mètres, et vous en avez d'autres qui vont descendre jusqu'à du 30 centimètres. Et plus cette résolution est fine, plus bien sûr les objets vont être faciles à détailler. Mais plus cette résolution est fine, plus les images vont être petites.
En effet, un satellite, il a une fauchée, c'est-à-dire il a une zone d'observation. Et généralement, celle-ci est liée avec la résolution. Donc, plus vous allez avoir une résolution fine, plus vous allez avoir une fauchée petite, et plus vous allez avoir une résolution, on va dire, un peu grossière, moyenne, plus vous allez avoir une fauchée qui sera grande. Premier élément. Deuxième élément, c'est la résolution temporelle, c'est-à-dire quel est le temps qu'il vous faut pour observer de nouveau la même scène avec une même constellation. Et ça va varier des satellites, de leur trajectoire, mais aussi du nombre de satellites que l'on va avoir dans la constellation, bien entendu. Et enfin, bien sûr, la résolution en richesse spectrale, c'est quelle quantité d'informations peut vous offrir le satellite, et notamment quelle quantité de bandes spectrales celui-ci peut vous permettre de voir. Je vais assez vite, hein, vraiment pour poser les grandes idées, avec l'idée de relier ça plutôt au cas d'usage. Par exemple, si vous avez besoin de photo-interpréter, de détecter automatiquement des objets, eh ben, on est d'accord, vous allez avoir besoin d'une bonne résolution spatiale. Et qui dit bonne résolution spatiale, on l'a dit fauchée, eh bien un peu plus petite. Et donc aussi capacité à revenir à un même endroit un peu plus petite, à moins d'avoir beaucoup de satellites. Et on le verra après, souvent, c'est pas nécessairement les constellations où il y a une richesse spectrale la plus importante. Par contre, si vous avez besoin d'analyser de la végétation, de faire des classifications, là, vous allez avoir besoin d'une forte richesse spectrale et une capacité de revisite, une richesse temporelle très élevée. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre de suivre la végétation au cours de l'année et de prendre en compte donc son évolution, ses caractéristiques, à quelle période la végétation va être très active, à quelle période elle va être moins active, etc. Et bien sûr, imaginez que vous avez besoin de couvrir de larges zones, couvrir une région, couvrir un continent ou un pays. Et ben dans ces cas-là, vous allez devoir trouver un compromis entre une résolution spatiale suffisante pour vos besoins, mais aussi une très grande fauchée. Alors, qu'est-ce que ça signifie en termes de cas d'usage? On l'a vu, il y a plein d'images différentes avec des caractéristiques qu'il faut prendre en compte. J'ai essayé de vous donner déjà quelques petits éléments. Qu'est-ce que vous allez pouvoir faire avec? Dans le cas du dispositif Dynamis, dont je vous parlerai après, on voit passer énormément de demandes en fait d'acteurs publics et j'ai essayé de prendre les principales demandes qui nous sont fournies pour pouvoir vous faire un petit topo des grands cas d'usage qui reviennent. Et ensuite, je laisserai la parole à la région qui vous présentera quelques-uns de ces cas d'usage, on va dire, majeurs, puisqu'il y a déjà beaucoup de choses qui se font en région sud dans le domaine du satellitaire. Alors, pourquoi les acteurs publics nous commandent de l'image dans Dynamis? Eh ben, un des premiers usages, le plus important, je pense, en nombre de demandes, ça va être de suivre l'aménagement du territoire et de gérer, en fait, les espaces, notamment les espaces urbanisés. Tout ce qui va être surveillance de la consommation foncière, cartographie de l'occupation des sols, identification des sites PCRS à reproduire, détection de dépôts sauvages, suivi de la cabinisation. Ça, c'est des applications qui reviennent énormément et qui sont demandées aussi bien par des régions, des départements, des communautés d'agglomération et des métropoles, avec un rythme, une récurrence généralement annuelle. Ensuite, on a des demandes qui sont plus ponctuelles, plus ciblées et assez fréquentes, qui sont plutôt le suivi de grands chantiers. Ports, aménagement urbain, aménagement en transport, de grandes infrastructures de transport. Que ce soit des ministères, des collectivités, des établissements publics, on a énormément de demandes de suivi de chantier qui peuvent être parfois mensuelles. Euh, alors, on arrive rarement à avoir des images vraiment tous les mois, mais on peut parfois arriver à couvrir 8 ou 9 mois sur 12, selon les zones, pour faire du suivi d'avancement de ces chantiers. Il y a aussi des demandes qui sont beaucoup plus thématisées, en fonction de besoins très spécifiques dans des domaines. Par exemple, beaucoup de demandes en lien avec le littoral et aussi les plans d'eau. Ça, c'est des demandeurs extrêmement variés aussi, qui peuvent être les collectivités, mais aussi les établissements nationaux comme l'OFB ou le CEREMA, des agglomérations, des parcs naturels régionaux.
les établissements publics territoriaux, énormément de choses différentes. Et ces acteurs vont avoir besoin de suivre le trait de côte, d'observer la turbidité de l'eau ou l'impact de la sédimentation, de suivre l'état de plan d'eau, de cartographie des herbiers. Et là, on voit émerger un nombre de demandes qui ne sont plus annuelles, mais qui vont être semestrielles, voire mensuelles, qui sont extrêmement importants. De la même manière pour la végétation et les habitats naturels, on a aussi cette augmentation de nombre d'images, de récurrence des images, à un rythme infra-annuel, avec des demandes de 2 à 6 fois par an pour pouvoir prendre en compte la phénologie de la végétation. Et donc tout ce qui est cartographie de la végétation, cartographie des espaces naturels, des trames verts, des trames bleues, tous ces sujets un peu plus thématiques vont être des sujets qui sont vraiment très importante augmentation en termes de nombre, de diversité des sujets, mais aussi en termes de fréquence des images aujourd'hui. Donc peut-être pour cibler, hein, comme je vous le disais, en région sud, il y a beaucoup d'applications qui sont déjà réalisées et on se propose de vous en présenter 3, de mettre l'accent sur 3 applications. Et donc je vais donner la parole à Claire Ajoux de la région sud pour ces 3 applications. Bonjour à toutes et à tous, merci Anna. En effet, donc, on souhaitait illustrer donc spécifiquement donc, quelques domaines d'application pour lesquels, en région, en tout cas au sein de nos directions, nous avons eu recours au satellitaire. Donc, pour la plupart, peut-être certains d'entre vous ont déjà eu l'occasion de suivre ces travaux, mais c'est vrai que la région s'est intéressée depuis quelques années donc, aux potentialités apportées par les sources satellitaires pour venir en complémentarité ou en compensation, on va dire, des référentiels images qui existent. Pourquoi? Et comme l'a dit Anna, le satellitaire nous permet effectivement d'une part d'avoir une couverture homogène sur un large territoire à un instant T, donc sur un phénomène spécifique, et d'autre part permet aussi d'avoir un peu plus de répétitivité pour suivre justement la dynamique des mutations ou des évolutions ou des phénomènes qui nécessitent effectivement des revisites. Donc là, on a souhaité mettre en avant quelques cas d'application avec également on va dire les arguments ou les facteurs qui nous ont invités à plutôt nous tourner vers le satellitaire. Et pour ce faire, donc, on met en place des preuves de concept qui sont conduites, notamment avec des territoires, sur des phénomènes et sur dans des domaines où il y a des enjeux assez spécifiques. Et notamment, donc là, c'est le cas d'un travail qui a été fait sur l'identification des dépôts sauvages qu'on a conduit en partenariat donc, avec la métropole d'Aix-Marseille, mais aussi le parquet de Marseille, d'autres acteurs et observateurs sur le terrain qui nous ont permis justement de pouvoir fiabiliser des fois les relevés, en tout cas, qui étaient faits à partir du satellitaire. Dans ce cas-là, le satellitaire a vraiment permis d'être un outil d'alerte préalable justement à l'intervention, on va dire, d'opérateurs, notamment la police de l'environnement sur le terrain, pour justement traiter des problèmes de dépôts sauvages, et nous a permis aussi de détecter aussi certaines infrastructures illégales. Donc c'est un travail, en tout cas, grâce justement à cette imagerie qui est fournie par le programme Dynamis, qui sera présenté un petit peu plus tard. Donc on a pu travailler sur des images Pléiades, qui sont des images effectivement précises, donc de 70 cm de résolution, qui permettent donc en contrepartie d'une orthophoto qui est prise à un instant T et qui est la plupart du temps disponible tous les 3 ans, de pouvoir avoir des revisites mensuelles de certains secteurs sur lesquels on a cette problématique justement de dépôt sauvage. Donc comme vous le voyez, c'est un travail qui a été fait sur une courte période, en lien avec des acteurs de terrain, et ces informations ont permis aussi d'alimenter et de venir, on va dire, fiabiliser des données qui sont dans l'Observatoire régional des déchets. Donc, un deuxième, si on passe à un autre exemple, par exemple, donc, il y a un travail qui a été conduit donc, l'année dernière, suite justement à l'importante, on va dire, sécheresse qui a été effectivement que notre région a subi en 2022 et 2023. Donc il y a eu un fort épisode de sécheresse et de canicule qui nous a amené à nous intéresser justement un petit peu à l'état un petit peu des plans d'eau,
à l'État, à analyser la sévérité justement de cette sécheresse et ses impacts notamment dans le domaine agricole. Donc c'est un travail qui a été mené aussi dans le cadre d'une preuve de concept faite en partenariat avec pas mal de chambres d'agriculture en région, aussi avec des syndicats de rivières qui se sont justement saisis un petit peu de cette opportunité pour venir regarder, en tout cas compléter des données, on va dire in situ ou de terrain dont ils disposaient. Donc ce travail-là, en fait, de satellitaire a permis donc, de monitorer le territoire, de faire un diagnostic en amont justement de cette période de sécheresse, mais aussi en aval, grâce justement donc, au traitement d'images donc mises à disposition dans le cadre du programme Copernicus, qui sont des images donc issues du satellite Sentinelle et Landsat, qui sont donc sans Landsat des images d'archives, Sentinelle des images effectivement plutôt donc plus actuelles, qui ont permis justement de pouvoir avoir une large répétitivité et un suivi précis justement du stade, on va dire, et du stress hydrique, de l'état des plans d'eau et du suivi de l'irrigation, où on a pu constater que de plus en plus de cultures justement endogènes dans notre territoire qui, à la base, sont effectivement adaptées à nos climats méditerranéens, notamment l'olivier, des cultures de la vigne, sont effectivement de plus en plus affectées par ces problématiques donc, de sécheresse et pour lesquelles on a en tout cas les agriculteurs de plus en plus recours à ces techniques d'irrigation. Donc ce n'est pas un outil, dans ce cadre-là, ce n'est pas un outil de contrôle comme il était le cas pour le premier exemple sur les dépôts sauvages, mais c'est plus un outil effectivement de diagnostic, de voir effectivement quels sont effectivement les territoires les plus affectés par ces problématiques. Et c'est un outil qui permet justement d'être dans l'anticipation et aussi dans la modélisation pour, on va dire, définir des politiques plus résilientes aux côtés des territoires. Voilà, donc ça c'était un des exemples qui a été conduit. Et puis évidemment, je pense que un projet phare que la plupart effectivement d'entre vous connaissez, donc depuis maintenant plus de 20 ans, et ça la région donc avait travaillé avec le CRIGE à l'époque, où on a fourni, et grâce à l'implication de plusieurs partenaires, donc il y a eu un gros travail de production d'une base de données d'occupation du sol régional qui a été dérivé donc du premier produit Corelland Cover à l'époque, donc qui datait de 1980, qui a été dérivé donc en 99 dans sa première année jusqu'en 2019, où on a pu bénéficier grâce effectivement à la mise à disposition donc d'images satellites Landsat, satellite américain, jusqu'au satellite Spot et même du Pléiade très dernièrement et Sentinelle. On a pu permettre d'améliorer justement cette cartographie d'occupation du sol à façon sur notre région et de disposer justement d'une base qui soit homogène sur l'ensemble et l'intégralité de notre région. Donc évidemment, le satellite dans ce cadre-là a également, malheureusement effectivement on est contraint peut-être par des problèmes de granulométrie et de précision. Néanmoins, il nous a permis d'avoir effectivement un premier diagnostic du territoire et de donner lieu à des premières tendances d'évolution de l'occupation du sol qui étaient indispensables pour justement des schémas régionaux. Ça a été le cas, il a été utilisé dans le cadre du SRADET, il a été utilisé effectivement dans la mise en place du SRCE régional. Et avait l'avantage aussi de pouvoir évidemment aussi derrière recroiser avec des données locales et avec des orthophotos. Donc là, dans ce cadre-là, il y a vraiment effectivement une complémentarité entre plusieurs capteurs qui a vraiment permis d'obtenir des données on va dire, qui étaient de plus en plus robustes au fur et à mesure des millésimes. Voilà, donc vous avez beaucoup d'autres cas d'usage, notamment très détaillés en ligne, hein, que vous aurez le replay, vous pourrez aller consulter un peu les différents sites qui vous montrent des cas d'usage pour vous inspirer pour vos propres applications. Alors, maintenant que vous avez un peu une idée de qu'est-ce qu'on peut faire avec l'imagerie satellitaire, l'idée ce serait un peu quelles constellations sont facilement accessibles, en particulier du coup les constellations françaises et européennes. Claire en a déjà cité plusieurs. On va y revenir posément, du coup, constellation par constellation. Alors déjà, il y a toute une offre d'auto-image spatiale produite à destination des acteurs publics français, que ce soit des acteurs opérationnels ou scientifiques, et qui sont produits dans le cadre du dispositif Dynamis. Alors, ces référentiels, ce sont notamment la couverture annuelle de la métropole et de la Corse, avec Spot 6, donc à 1,50 m, produite chaque année. Là, la version 2024 va bientôt être disponible.
mais aussi des couvertures régulières à 50 centimètres sur les littoraux métropolitains et sur l'outre-mer, plus sur des zones de glaciers. Et enfin, tout un ensemble d'images d'acquisition Pléiade à 50 centimètres ponctuelles à la demande à des différents acteurs publics qui en ont besoin pour gérer leur territoire ou pour suivre des phénomènes. Alors peut-être pour rendre un peu plus, concret, hein, ces capteurs à 1,50 m ou à 50 centimètres, Spot 6 et Pléiade, et bien là, vous avez un zoom sur la Cité des Sciences à Paris qui a le gros avantage d'avoir plein de petits dispositifs, métalliques sur son toit et donc de donner une assez bonne, idée de la différence de résolution, qu'on a sur ces 2 capteurs. Donc un peu, on retrouve ce que je vous ai dit au début, hein, Spot 6, une résolution qui est qui est moyenne résolution, 1,50 m, c'est quand même la haute résolution, mais moins bonne que Pléiade à 50 centimètres, hein. Mais par contre, grande fauchée, et c'est ça qui nous permet de réaliser des cartographies de la France, des couvertures de la France annuelles à 1,50 m. Pléiade, 50 centimètres, résolution beaucoup plus fine. Par contre, ben, fauché et taille d'image, bien sûr, plus petite et donc moins de facilité pour réaliser des grandes couvertures. On arrive à réaliser des couvertures départementales ou la couverture du littoral entier. Par contre, on n'arrive pas à réaliser la couverture de la France entière ou on a beaucoup de difficultés pour couvrir une région entière, notamment les grandes régions. Donc, des satellites héliosynchrones, hein, donc ça, ce dont je vous avais parlé, qui passent tous en fin de matinée, 11 h en heure d'hiver et midi en heure d'été, ou 11 h 30 en heure d'hiver et midi et demi en heure d'été, donc plutôt fin de matinée, et 5 bandes spectrales, le panchromatique, noir et blanc, le rouge, le vert, le bleu, mais aussi du proche infrarouge pour tout ce qui est étude de la végétation. En termes de résolution, une des grandes assez classiquement, hein, sur l'offre satellitaire, vous allez avoir des résolutions qui vont être différentes entre le panchromatique et le multispectral, sachant qu'ensuite on peut vous fournir des images fusionnées, c'est-à-dire avec les informations du multispectral qui sont ramenées, sur le panchromatique, à la résolution du panchromatique. D'autres sources de données encore plus résolues qui sont disponibles, donc Pléiades Neo 3 et 4. Là, on a du 30 centimètres et du vrai 30 centimètres, là où Pléiades était du 70 ramené à 50. Une constellation de 2 satellites héliosynchrones avec également un passage en fin de matinée et 7 bandes spectrales supplémentaires, 2 bandes spectrales supplémentaires qui montent à 7, la Deep Blue et la Red Edge. Donc Deep Blue plutôt pour tout ce qui est bathymétrie en eau peu profonde ou atmosphère et Red Edge pour la végétation. Et donc là, vous voyez, hein, on gagne encore un grand niveau de détail en termes de résolution. On a quelque chose qui devient extrêmement fin, sachant que Airbus produit aussi maintenant des images à 15 centimètres en super résolution. Donc, dont la résolution est ramenée de 30 à 15 par IA. Alors ça, c'était, on va dire, les principales constellations, françaises. Claire vous a aussi parlé de Sentinelle. Alors Sentinelle, c'est quoi? C'est un satellite, européen qui est issu du programme Copernicus. Copernicus, c'est le programme européen de suivi et d'observation de la Terre qui, produit et diffuse des images satellitaires et aussi des produits thématiques. Je vais y passer assez rapidement, hein. Il y a plusieurs satellites disponibles. Moi, je vais vous parler ici essentiellement de Sentinelle-2, mais vous avez aussi des satellites différents qui vous offrent la donnée radar ou qui sont plus spécifiques pour couvrir des larges zones où vous apportez des informations plutôt sur le suivi de l'air, la surface des océans, etc. Donc Sentinelle-2 dont vous a parlé Claire, 2 satellites aussi, mais qui là ont une énorme fauchée et qui donc vont pouvoir ont été vraiment faits pour faire des couvertures systématiques du territoire et notamment des grandes couvertures de l'Europe avec une énorme richesse spectrale, et des résolutions qui par contre là pour le coup sont moyennes, hein, avec du 10 mètres, du 20 mètres ou du 60 mètres. Mais par contre qui vont vous offrir vraiment une fréquence régulière dans l'année avec beaucoup d'informations qui vont permettent de suivre des phénomènes, notamment des phénomènes d'évolution de végétation assez importants. Alors j'essaie d'accélérer. L'accès aux images
On va vous en présenter 2 aujourd'hui, assez rapidement, et si vous avez besoin de plus d'informations, ben, vous pourrez toujours faire appel à nous. Le premier, c'est pour tout ce qui concerne ces données Spot, Pléiades et Pléiades Néo, donc que je vous ai présenté, par le dispositif Dynamis. Attention, ces données, ce sont des données avec des licences contraintes. Les données Spot, on arrive à les diffuser en open data aujourd'hui, c'est récent. Mais par contre, les données Pléiades, ce sont des données en accès restreint avec une licence Dynamis. Donc, vous pouvez visualiser ces données via le géoportail ou via des flux, mais par contre, pour les télécharger, il faudra que vous alliez sur le site de Dynamis. Alors, Dynamis, c'est quoi? Eh bien, c'est un dispositif qui est porté par 6 partenaires publics, vous voyez ici, donc vous voyez les logos ici, dont nous-mêmes IGN et bien sûr le CNES, qui va prendre le relais de la présentation suivante. Et son but, c'est quoi? Ça va être de faciliter l'accès aux images. Donc, tout acteur public, institutionnel, opérationnel ou scientifique a accès à ces images-là, plus quelques acteurs scientifiques étrangers et des utilisateurs privés, sous condition d'être porteurs de projets de R&D ou d'être prestataires de commandes publiques. L'idée de Dynamis, c'est vraiment de mutualiser. Vous pouvez y accéder en ayant accès au catalogue de toutes les données qui ont été commandées avant vous via Dynamis gratuitement. Et vous pouvez aussi aller faire des acquisitions d'archives ou d'images en programmation au moment pour répondre à vos besoins, donc à un moment et une date particulière et selon des contraintes particulières. Et en mutualisant ça et en ayant accès à des tarifs d'acquisition et de programmation très préférentiels, très bas, et un système de gratuité selon les quotas qui a été mis en place pour pouvoir vous aider à acquérir vos premières données et pouvoir réaliser des tests sur ces données sans avoir à avoir un budget validé pour ça. Voilà. Il y a des services et des accommodements pour les utilisateurs, pour tout ce qui est l'accès au dispositif, etc. Et puis un grand nombre de tutoriels. Le dispositif n'est pas toujours très simple d'accès, mais il est en train d'être simplifié à tous les développements qui sont en cours. Et je ne vais pas vous le présenter dans les détails pour laisser la place à mon collègue et à des questions, mais n'hésitez pas à y accéder et à contacter le service d'accompagnement des utilisateurs si vous avez des questions, si vous rencontrez des problématiques d'accès. Voilà, je vous remercie de votre attention. J'ai vu qu'il y avait quelques questions déjà. Je vous propose de laisser la parole à François Jocteur-Morosier pour sa présentation, puis de faire une session de questions à la fin. Et n'hésitez pas à vous poser vos questions dans le chat en attendant. Bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez? Oui. Très bien. Allez, je partage mon écran. Est-ce que vous voyez mes transparents? C'est bon pour vous? Oui. Allez, donc je démarre. Passer en plein écran, peut-être. Alors, je suis déjà en plein écran de mon côté. Mode présentateur, peut-être. Est-ce que c'est mieux pour vous, là? Pareil. C'est pareil. Écran. On ne voit pas le diaporama, hein, on voit juste le PPT. Ah, ok. Il y a peut-être un problème de partage d'écran. Il faut que tu partages ton écran entier si tu veux qu'on voit le diaporama. Ouais, je vais recommencer le partage pour voir. Bon, apparemment, l'écran complet, il ne veut pas. Est-ce que c'est mieux ou pas? Non. Alors voilà, conversation, c'est peut-être pas la bonne fenêtre qui est partagée en fait. Ouais. Excusez-moi pour ce loupé.
Bon, il a pas l'air de vouloir me laisser partager mon écran en entier. Bon, désolé, j'ai l'impression que je ne vais pas pouvoir faire mieux que ça. C'est toujours en mode... Oui. Bon, au moins, on le voit. Bon, allez, je démarre avec ça pour ne pas perdre de temps parce que je crois que le temps est compté. Donc, bonjour à tous. Donc, je suis François-Victor Morosé. Je suis sous-directeur adjoint dans une sous-direction qui est en charge de la gestion de l'ensemble des projets exploitation, valorisation, programme aval, observation de la terre. Donc pour démarrer, juste un petit rappel rapide, mais Anna l'a déjà un peu abordé globalement. Le spatial, les avantages, c'est la couverture globale, la capacité de revisite, la profondeur temporelle quand on a des missions qui ont démarré pour certaines depuis de longues années, voire décennies. Donc qui nous permettent de revenir en arrière dans le temps quand on a besoin d'étudier des phénomènes climatiques, par exemple. Une capacité d'avoir du multi-échelle et puis des capteurs différents, évidemment, pour des usages différents. Anna l'a très bien expliqué dans sa présentation. Je remets un peu en avant, Anna a parlé des missions qui existent déjà, les données qui sont accessibles. Je me suis permis de rajouter une planche là pour représenter les missions à venir, et l'actualité 2025 est importante pour le CNES avec 2 belles missions, plus une que j'aurais pu mentionner d'ailleurs, qui est IASING pour des parties sondage atmosphérique, qui est aussi importante, mais qui vous intéressera peut-être moins directement. Donc il y a Microcarb pour la partie suivi CO2, et puis le satellite CO3D, qui est une constellation de petits satellites qui va nous permettre d'avoir une capacité à construire des images stéréoscopiques et à construire un modèle numérique de surface à l'échelle mondiale, donc avec des performances et une résolution spatiale de 50 cm, donc aussi très intéressant. Et ces données-là seront accessibles via le dispositif Dynamis dont parlait Anna juste avant. Voilà. Un rapide aperçu pour dire un peu comment le CNES travaille avec l'ensemble des partenaires, et puis de resituer l'ensemble des partenaires. Donc le CNES est un EPIC, on travaille avec l'ensemble des acteurs institutionnels comme l'IGN. On a évidemment des activités avec la partie recherche, avec des scientifiques, dont l'infrastructure de recherche Datatera, et donc je vais en parler juste après. On a une activité avec l'industrie avec qui on travaille pour développer des services opérationnels utilisant la donnée spatiale dans le cas qui nous intéresse. On a eu par exemple des programmes Excusez-nous, comme... on Oui. vous coupe. En fait, les diapositives ne défilent pas, je pense. Ah, Ouais, il faut que vous... Alors, on doit. Ouais, il faut que vous cliquiez bien parce que je pense que c'est projeté de d'accord. votre côté, mais ça, comme nous, on voit que Et là, le PowerPoint, et là, du coup, ça ne suit pas. ouais, Là, ça désolé. suit. Là, ça suit. Bon, vraiment Voilà. désolé. Donc, Code 3D, j'en ai parlé. Là, j'en étais là pour expliquer comment le CNES travaillait, mais rien de bien nouveau. Je pense que vous connaissez tout ça. Donc, je parlerai de l'infrastructure de recherche Datatera juste après. De nos programmes aval, aval, ça veut dire c'est comment on valorise l'utilisation de nos données spatiales. Donc, c'est comment on développe des nouveaux cas d'usage, des nouveaux services à partir des données spatiales. Donc, on a différents programmes et je vous présenterai un peu ces programmes-là juste après. L'infrastructure de recherche Datatera, c'est une infrastructure en France qui a pour mission de proposer l'ensemble des moyens, données et services pour l'ensemble de la communauté scientifique nationale sur l'étude du système Terre. Aujourd'hui, cette infrastructure, elle est composée de 4 grands pôles thématiques qui sont Aeris pour l'atmosphère, Formater pour la partie terre solide, Theia pour la partie surface continentale et Audatis pour la partie océan. Et puis, il y a le dispositif Dynamis qu'a présenté Anna tout à l'heure. Et donc, cette infrastructure de recherche, c'est une infrastructure qui est évidemment très importante et qui propose un ensemble de produits à valeur ajoutée. Ça peut être par exemple des cartes d'occupation des sols dans le cas de Theia, ça peut être le suivi de niveau des océans dans le cas d'Audatis, ça peut être des suivis de glissement de terrain dans le code de Formater, ou le suivi d'éruptions volcaniques dans le cadre d'Aeris par exemple, pour tout ce qui est atmosphère. Juste un petit point rapide, dans Datatera, il y a un gros projet qui s'appelle Gaia Data qui a vocation à un peu simplifier l'accès à l'ensemble de ces services-là. Donc, c'est un des projets auxquels le CNES contribue avec l'ensemble des partenaires. Je reviens pas rapidement des exemples de ce que fait
de ce que font ces pôles-là côté Dataterra. Un petit schéma peut-être pour expliquer l'ensemble de la chaîne de valeur là, de la donnée spatiale. Donc évidemment, en premier lieu, c'est la partie data provider, donc ceux qui construisent des satellites et qui vendent éventuellement de la donnée satellite ou qui la mettent à disposition gratuitement dans le cadre des programmes institutionnels comme Copernicus à l'échelle européenne. Et ensuite, on va retrouver les acteurs du numérique ou les acteurs spécialistes de traitement d'images ou de traitement de données observation de la Terre. Et donc, évidemment, pour servir l'ensemble des acteurs qui peuvent être des acteurs territoriaux ou privés dans différents domaines et qui sont listés sur la partie droite de cette planche. Donc, un environnement, un écosystème, à dire, très, très dynamique en ce moment, avec beaucoup d'investissements, beaucoup dont on entend parler côté US, mais évidemment, il y a une dynamique assez forte aussi en Europe sur ces sujets-là. Je vais maintenant essayer d'expliquer comment le CNES est organisé avec ses partenaires pour essayer d'accompagner au mieux l'utilisation de la donnée spatiale. Donc, première partie, c'est tout ce qui est support et accès à la donnée spatiale. Donc, il y a des dispositifs comme Dynamis, on en a parlé. Il y a un nouveau portail aussi qui s'appelle Géode, qui est un portail de diffusion que le CNES vient de mettre en place, qui a vocation à servir à la fois les données Sentinelle et à la fois les données des missions observation de la Terre du CNES, et qui s'intègrent dans le dispositif DataTerra évidemment, et puis un ensemble d'autres dispositifs qui permettent de mieux sensibiliser ou d'expliquer comment utiliser la donnée spatiale. Il existe également depuis peu une offre de formation qui s'appelle Data from Space, qui dure 3 jours et qui permet vraiment sur 3 jours de faire un tour complet de l'ensemble des données observation, de l'ensemble de l'utilisation potentielle des données du spatial et plus particulièrement des données observation de la Terre. Donc ça fait partie peut-être d'une formation qui peut être intéressante pour certains d'entre vous. On a également des dispositifs qui sont là pour aider et accompagner sur des activités un peu de maturation ou d'innovation. Donc là, on a des guichets RT ou RT qui sont soit nationaux, soit européens avec l'ESA. On a un dispositif qui s'appelle le Labo OT, qui est également un dispositif avec des experts en CNES qui peuvent faire des études de faisabilité ou des maquettes, des preuves de concept pour vérifier si on peut répondre à une question, à un besoin particulier en utilisant la donnée spatiale. Et puis la dernière partie, c'est la partie un peu plus, on va dire, conséquente en termes de moyens, c'est ce qu'on appelle nous les programmes aval, qui vont nous permettre de développer des services ou des démonstrateurs sur des cas territoriaux donnés ou de manière plus générale proposer un service à l'échelle de la France par exemple pour proposer un service opérationnel à des utilisateurs bien identifiés. Donc ces programmes-là finalement, ils suivent une logique de montée en TRL, donc suivant le niveau de maturité des différents sujets, on va s'adresser à un des guichets qui sont rapidement présentés sur la gauche de ce transparent et qui dépendra évidemment du niveau de maturité du sujet. Et donc, je vais y revenir un peu plus loin, un peu plus dans le détail sur ces différents guichets. Anna en a parlé donc, sur l'aspect accès à la donnée et aux services. Donc j'ai essayé en 2-3 planches là, de présenter, de donner un peu un aperçu un peu rapide de ces différents portails qui existent. Donc ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a, dans le cadre de l'infrastructure de recherche DataTerra, il y a un portail au niveau des différents pôles. Donc on va retrouver 4 portails thématiques qui sont spécialisés sur les 4 grandes thématiques dont je parlais tout à l'heure. Le portail Dynamis qui a pour vocation, comme le disait Anna, à proposer un accès mutualisé, c'est-à-dire qu'on a acheté de la donnée en commun et on permet aux acteurs institutionnels français ou de la recherche de pouvoir d'accéder à ces données selon des quotas en termes de programmation de nouvelles images. Et ça permet de mutualiser, de simplifier l'accès à ces données. On a également des portails spécialisés avec typiquement des portails assez récents, HydroAdnex pour la communauté hydrologique, ou encore des portails qui sont un peu plus anciens, on va dire, mais qui sont aussi très importants pour les communautés de la partie océano, sur des sujets plus de suivi des océans. Voilà.
comme je suis au CNES, mais que je vais vous faire un petit focus rapide sur le portail Géode qui vient d'être ouvert depuis novembre dernier. Donc geode.cnes.fr, c'est le portail, on va dire, pour valoriser l'ensemble des activités du CNES et des données observation de la Terre du CNES, donc avec une partie portail de communication, qui est aussi important parce qu'on va essayer dans ce portail de communication de mettre en place de l'information, des articles qui vont permettre de mieux comprendre finalement qu'est-ce qu'on peut envisager de faire avec tel type de données, tel type de mission. Donc il y aura certainement des informations d'intérêt pour vous et pour réfléchir ou voir quels sont les cas d'usage qui peuvent être intéressants pour répondre au mieux à vos besoins. Et puis la partie évidemment data platform qui fait partie comment dire, des données là, qui permet d'offrir un service d'accès aux données et un peu plus, parce qu'il y a d'autres types de services, mais il y a un minima ce service d'accès aux données. Voilà. Je ne sais plus ce que j'avais mis après. Oui, je parle de Géode, mais je parle aussi à l'échelle européenne pour accéder à l'ensemble des données du programme Copernicus, des fameux satellites Sentinelle dont on parlait tout à l'heure. Il y a aussi le Copernicus Data System, Space Ecosystem, je crois que c'est ça oui, c'est ça, Space Ecosystem, qui permet d'accéder à l'ensemble des données à l'échelle européenne, sachant que dans le cas du projet de la plateforme Géode, nous, on joue le rôle d'un relais de diffusion des données Sentinelle pour les données Sentinelle 1 et 2. Donc en France, si vous voulez accéder à ces données, ben, vous pouvez passer par le portail Géode si vous le souhaitez. Voilà. Le labo OT, j'en ai parlé, j'y reviens pas. Donc c'est notre labo d'expertise qui vous permet d'être accompagné si vous aviez des choses à vérifier, à valider sur l'utilisation de la donnée spatiale. Et puis, peut-être plus globalement sur des accompagnements un peu plus forts, on a différents dispositifs qui sont nos programmes aval. Donc, on a eu depuis 2 ans, au travers du programme France 2030, une relève des besoins qui a été faite pour justement essayer de récolter les besoins et voir quels sont les différents services qui pouvaient être mis en place. On a lancé, je crois, 5 appels d'offres sur 5 sujets différents. Donc il y a eu surveillance, gestion de crise, un sujet hydrologie, un suivi nocturne, indicateur économique et puis suivi bande côtière. Donc 5 appels d'offres qui ont été lancés dans le cadre de ce programme-là. On a le fameux programme SCO qui est plutôt sur des sujets d'anticipation changement climatique, qui permet et qui propose aujourd'hui beaucoup de projets sur plein de territoires différents. Donc là, avec une approche très orientée démonstrateur, mais pour essayer de commencer d'amorcer des sujets et de les monter en maturité pour répondre à des besoins des territoires. Des programmes qui sont un peu plus orientés sur l'arrivée de nos nouveaux capteurs, de nos nouvelles missions. Donc typiquement, on va retrouver des programmes pour essayer d'anticiper l'arrivée des missions comme Trishna, Microcarb ou Co3D, et qui vont nous permettre de regarder qu'est-ce qu'on va pouvoir développer comme nouveaux services avec ces nouvelles données. On a également des programmes de type FPCUP qui sont orientés sur l'utilisation et la valorisation des données Sentinelle. Voilà. Je crois qu'Anna l'avait cité également, donc il existe un portail là, sur le programme SCO qui vous donne un peu l'ensemble des projets qui existent et qui peuvent vous permettre de voir s'il y a des sujets d'intérêt pour vous et n'hésitez pas à revenir vers nous si jamais c'était le cas, évidemment. Je vais passer peut-être à une petite démonstration rapide si j'ai le temps. Je ne sais pas si j'ai le temps. Est-ce que j'ai le temps de vous présenter? Oui, bah, si c'est pour Ouais. Géode, vas-y, je pense que c'est intéressant de le montrer. Allez, ça marche. Donc du coup, je suis sur le portail Géode. Est-ce que vous voyez mon écran? C'est toujours bon? Ouais. Donc Géode, comme je le disais, aujourd'hui, il permet d'accéder à des données Sentinelle, un ensemble de données qui sont en cours de gestion. Donc on a également des données spot qui sont en cours de gestion. À terme, on aura l'ensemble des données des missions du CNES. Donc typiquement, on sera un data hub qui sera aussi utile
est utilisé par nos partenaires, hein, que ce soit les différents portails de l'infrastructure de recherche Dataterra ou potentiellement la géoplateforme de l'IGN. Et puis, donc, on a aussi cette partie web SIG qui vous permet d'accéder à la donnée. Donc, pour utiliser ce portail et pour pouvoir télécharger des données, donc, il y a évidemment une possibilité de filtrer, de définir une zone d'intérêt pour faire vos recherches, de préciser une période de temps. Une fois que vous avez fait ces différents filtres, vous pouvez également définir la couverture nuageuse maximale pour filtrer les données d'intérêt pour vous. Une fois que vous avez fait ça, donc on va dans la partie résulte et si ça marche bien, et ce qui j'espère va arriver, voilà, on accède à un ensemble de produits et sur chacun de ces produits-là, ben, vous pouvez ensuite les ajouter à votre panier et ensuite les télécharger pour votre usage en local. Si jamais, pour des usages avancés, vous avez besoin de travailler sur un gros volume de données, là, on propose d'autres services qui vous permettent de venir travailler sur nos moyens de calcul avec des outils, on va dire, qui sont un peu les outils standards actuels qu'on appelle les Data Labs ou Virtual Research Environment. Donc, on a aussi la possibilité de vous donner accès à ces services un peu plus avancés. Donc ça, c'est un type de service qu'on propose. On peut également faire des traitements à la demande. Donc une fois qu'on a choisi l'image, on va proposer différents types de traitements à la demande qui permettent de faire un traitement particulier sur un type de données particulier. Donc il y a aussi ce type de service qui est proposé dans Geode. Voilà. Donc rapidement, un tour d'horizon de cette plateforme. Donc, pour télécharger des données, il faut par contre créer son compte et être connecté. Et j'ai terminé si cela vous convient. Merci beaucoup. Merci. Peut-être quelques questions. Alors, il y en a plusieurs qui ont été posées hein, dans le chat. Peut-être qu'on y a répondu un peu au fur et à mesure. Peut-être qu'il y avait donc voilà, Thibaut Rowe sur des parcs, peut-être sur la question des images nocturnes. Je vous laisse, si vous le souhaitez, peut-être prendre la parole pour porter cette question. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Ouais. Oui. Bon. Parfait. Je suis un petit peu tourné parce que j'ai un écran en portrait, désolé. J'espère que vous n'allez pas attraper de torticolis. Oui, donc Thibaut Rowe, je travaille au parc naturel régional du Luberon. Et en fait, on a un interparc donc, qui regroupe tous les parcs naturels régionaux de la région PACA. Et on travaille à l'impact de la pollution lumineuse sur les écosystèmes, sur la diversité, etc. Et donc, pour suivre cette pollution lumineuse, on a justement... On utilise des imageries qui sont actuellement l'AVEX et les Radiance Light Trends. Donc, il y a de l'analyse. Donc, peut-être que je vais me tromper parce que je suis pas expert en imagerie, mais en gros, il y a des images qui sont à 1h du matin, donc typiquement après extinction de l'éclairage public, sauf que la biodiversité est surtout impactée sur les périodes de crépuscule, etc. Donc, j'aurais aimé savoir s'il y a s'il y a des satellites qui permettent de faire un peu avant-après extinction de l'éclairage public pour un peu suivre de manière plus détaillée, si on peut dire ça comme ça, la pollution lumineuse sur les territoires, entre autres de parcs naturels régionaux. Alors, je ne sais pas si Anat, tu veux répondre. Moi, j'ai quelques éléments de réponse, mais qui sont Vas-y. Ouais. Donc, normalement, on faisait ça jusqu'à maintenant avec des images des satellites Jing qui sont des satellites chinois. On a eu des restrictions d'accès à ces images-là, donc on a justement cherché à avoir une autre solution. Donc, typiquement, dans le cadre du programme France 2030, il y a eu un appel d'offres sur ce sujet, vision nocturne, pour justement être en capacité à proposer ce type d'imagerie, répondre à ce type de besoin. Et donc, cet AO est en attente de signature au niveau du Premier ministre, puisque, comme vous savez, il y a eu quelques ralentissements sur les votes des lois de finances. Et donc, le dossier est en cours. Et donc, un premier élément de réponse. Voilà. Voilà. J'ai pas beaucoup de choses à ajouter, hein. Effectivement, c'est les restrictions sur les données chinoises
ont eu un certain impact sur toutes les initiatives qui sont en cours. Il y a beaucoup, beaucoup d'initiatives sur l'imagerie nocturne qui sont qui sont en cours, aussi bien au niveau des régions qu'au niveau des acteurs nationaux. Et donc clairement, en tout cas, vous n'êtes pas les seuls à vous poser cette question. Et je sais que Région Sud, Claire et Julien, c'est des questions que vous vous posez aussi. Donc il y a peut-être voilà, je vais peut-être vous donner la parole, enfin vous passer le relais sur, il y a peut-être des échanges à faire entre vous. Oui, en fait, exactement, c'est une question qu'on se pose parce que là, on est en train on travaille avec le CEREMA notamment à un projet de générer une trame noire régionale. Ça, c'est un des gros projets là qu'on a cette année. On n'a pas trop communiqué pour l'instant puisqu'on était encore dans une phase de préfiguration. Mais effectivement, l'utilisation pour nous là, des données spatiales va se poser. Donc le CEREMA se pose aussi ces questions, hein, très franchement. Donc il a fait un peu le même constat, hein, sur la difficile utilisation de certaines sources, sachant que pour passer par des sources chinoises ou russes, c'est peut-être pas le meilleur moment actuellement, pour des raisons, me semble-t-il, évidentes. En revanche, ça ne veut pas dire que c'est complètement restreint, c'est-à-dire que là, aujourd'hui, on évalue aussi la possibilité de passer par d'autres sources de données, type les données du satellite SDG, aussi un satellite chinois avec un capteur RVB à 40 mètres, un capteur Pancro à 10. Le problème, c'est que la question des licences d'utilisation n'est pas complètement claire, puisqu'il est possible de les utiliser pour des projets de recherche, quid en revanche de projets portés par des collectivités. Donc ça, c'est un point, c'est un petit angle mort actuellement qui nous fait un tout petit peu souci, tout en sachant qu'on a d'autres sources de données, type l'UOGA par exemple, avec des résolutions quand même beaucoup plus grossières. Donc voilà, donc pour l'instant, on n'a pas complètement trouvé la solution, hein, pour vous répondre très clairement, y compris, hein, sur cette question du début, fin de nuit, hein. Donc là, pour l'instant, on est surtout à la recherche d'un satellite qui nous permette tout court de générer ce machin. Ça, on en est là, un peu là, un petit peu on en est un peu là à ce stade, mais bon, en tout cas, on est vraiment à votre disposition pour échanger sur le sujet, hein, notamment avec l'Interparc, hein, dont on connaît aussi les sujets qui sont en lien avec ces questions de préservation de la biodive, hein, pour des raisons également évidentes. Donc, n'hésitez pas à vous retourner vers nous. Voilà. On est en pleine réflexion là-dessus, mais bon, voilà, on souhaite avancer, et notamment avec les acteurs locaux que vous constituez. Super, eh ben, merci beaucoup pour tous ces éléments de réponse. J'en prends bien note et on reprendra contact avec l'Interparc alors. Avec plaisir, pas de problème. D'autres questions? Il y a d'autres questions? Oui, je voulais juste vous remercier pour les questions que j'ai posées de la DDT Côte du Vaucluse, voilà, concernant la cabanisation. Donc je vais bien regarder les documents que m'a transmis que Julien, et faut que j'en parle à notre service juridique parce que c'est un phénomène qui prend donc de l'ampleur, et je pense qu'on serait que très intéressé sur le sujet. Ouais. Voilà. Tout à fait, on peut vous aider, on peut capitaliser sur l'expérience faite sur justement la détection des déchets sauvages et infrastructures illégales, pour peut-être essayer effectivement de prototyper des choses ou voilà, de vous accompagner sur la mise en œuvre de ces travaux. Il n'y a pas de... Il y a Aigle aussi, hein, C'est ça en fait, c'est avec l'outil Aigle de la DDTM de l'Hérault, donc c'est ça qui est Oui. mis en place. Voilà. Et peut-être, je vous invite à prendre attache avec Anis Bénard, bon, vous connaissez, hein, j'imagine bien, puisque je dois, à titre personnel, je dois passer, voilà, on va organiser une réunion assez prochainement, là, c'est dans le cadre d'Observe Vaucluse. Donc voilà, en tout cas, n'hésitez pas, ce sera peut-être l'occasion peut-être de recroiser ces différents sujets. Bon, je le porte à votre connaissance, hein, je vous invite peut-être à voir avec elle. Donc en tout cas, voilà, à votre disposition également. Merci Et- beaucoup. Oui, oui. Ouais, Pardon. peut-être sur la cabanisation, c'est vrai que il y a beaucoup d'initiatives en différentes régions qui se font, et je pense qu'il y aura un intérêt à croiser les retours des uns et des autres sur les différents capteurs. Donc, parce qu'il y a des vrais enjeux. Effectivement, là, j'en discutais hier matin en région Nouvelle-Aquitaine, où avec des retours, effectivement, ils disaient, bon, Pléiade, hein, ça a quand même moins bien marché, mais avec un bon espoir sur les données Pléiade Néo qui ont une résolution beaucoup plus proche de la baie d'Ortho et de l'hygiène. Voilà, par des gens qui utilisent aussi l'outil Aigle. Oui. Voilà, donc peut-être qu'il y a effectivement des liens à faire
interrégionaux après. Et je pense que Claire et Julien, ils seront bien placés aussi pour faire ces liens-là par la suite. Super. Merci beaucoup. Merci à vous. On a d'autres questions peut-être. Alors, il y a plusieurs interventions, je vois. Oui. Madame On a mis Clément, pas mal alors, de liens. Ouais, on a mis pas mal de liens et d'interventions, de ressources aussi dans la discussion, aussi bien sur les 2 dispositifs d'accès qu'on vous a montrés, le lien vers Dynamis et le lien vers Géode, pour que vous puissiez y aller directement, plus des liens de formation assez complémentaires et différents. Donc voilà, n'hésitez pas à aller les consulter pour ceux que ça intéresse. en tout cas, alors s'il n'y a pas d'autres interventions, hein, je vous invite, si vous le souhaitez, à les proposer. Mais, donc, je vous remercie toutes et tous pour votre participation. Également l'IGN et le CNES pour la qualité de leur présentation et leur caractère extrêmement didactique. C'est toujours très agréable sur ces formats quand même assez compacts. Donc c'est quand même très très agréable. Écoutez, je vous invite, si vous le souhaitez, à vous inscrire d'ores et déjà au 2e séminaire d'imagerie, c'est le mercredi d'imagerie, dont je vous ai mis le lien dans la conversation. Vous pouvez remonter, je peux le remettre si besoin. Où on traitera un petit peu plus d'enjeux de mixte orthospatial, faisant le lien également avec un atelier qu'on a mené là, un premier atelier qu'on a mené à Gap, pour présenter un peu l'initiative avec certains cas d'usage en fait qui sont remontés. À quoi sert finalement une image unie sur un périmètre à minima d'une région, quels usages on peut en dériver, et ça finalement c'est un petit peu un des points qu'on traitera. Bon, merci beaucoup. Et puis, écoutez, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente fin d'après-midi. Merci beaucoup pour la présentation et à très bientôt. Merci. 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 Merci à tous. Merci. Au revoir. Bon après-midi. Merci à Au revoir. tous. Bon après-midi. Au revoir. Merci, au revoir.